Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Général, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle François Rousseau. Je dirige un groupe de recherche informel qui n'apparaît pas dans vos organigrammes. Le président, à qui j'en réfère personnellement et exclusivement, a pensé utile et même nécessaire que je vous débloque sur pas mal de sujets. Vous pensez, en tant qu'initié, être mieux informé que la plupart des gens. Permettez-moi d'en douter. En ce moment même, il se passe des choses suffisamment graves pour que les informations et les documents que je vous réserve vous soient divulgués. Voilà, une opération de manipulation inégalée à ce jour à l'échelle planétaire est en train de se mettre en place. Ce sera le sujet final de mon intervention. En ce qui concerne notre époque, tout a vraiment démarré juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hitler a brisé certains tabous, comme celui d'avoir recours à l'occultisme ou aux sociétés secrètes. L'Ahnenerbe, une organisation nazie assignée entre autres à la recherche archéologique et anthropologique, a trouvé ça au cours d'une expédition en Afghanistan. Cet objet volant est appelé Vimana ou Astra par les hindous. D'ailleurs, au cours d'une exploration des sous-sols par les Russes et les Chinois en 1927, des traces d'explosions nucléaires très anciennes ont été décelées. Certaines couches sédimentaires ont été vitrifiées atomiquement il y a 50 000 ans. On peut constater le même phénomène autour de sites de tests nucléaires actuels. Vous devez comprendre qu'Hitler, par ses découvertes, qu'il prend très au sérieux, va ouvrir une boîte de Pandore qu'aucun gouvernement, ami ou ennemi, ne souhaitera refermer par la suite. Derrière l'histoire tragique que nous connaissons tous, une théorie basée sur l'existence de 4 lunes associées aux 4 cycles géologiques. D'après Orbiger, le maître à penser de cette théorie, la Terre aurait subi 4 extinctions semi-globales de la vie dues à la chute d'une de ces lunes. Effectivement, au fur et à mesure du rapprochement du satellite, la gravité s'était modifiée et avait engendré des mutations profondes au niveau génétique. C'est-à-dire qu'elle avait créé une race de géants extrêmement intelligente dont la taille avoisinait les 3 ou 4 mètres. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, la Lune s'écrase. L'impact provoque une sérieuse élévation des mers et un hiver global de type nucléaire. Cette race de géants va disparaître en raison d'une gravité terrestre devenue trop forte et très incapacitante en raison de leur taille hors du commun. Hitler a été initié à ces doctrines et les prises de contact avec le Tibet notamment ont été nombreuses et régulières. Les nazis cherchaient le contact avec les survivants d'anciennes civilisations détentrices de technologies anciennes, comme les Vimana décrits précédemment. Une de ces civilisations a essaimé tout autour de la planète plus de 600 pyramides de pierre, de terre, voire de fer. Ces pyramides sont presque toutes orientées de la même manière, ont toutes des proportions issues du nombre pi et sont toutes situées sur des nœuds magnéto-telluriques. Les plus vieilles sont en Asie. 2 d'entre elles sont immergées, une au sud du Japon à Okinawa, une autre au sud de Cuba. Les 2 ont été construites il y a environ 12 000 ans. Si j'ai commencé par ces petits rappels archéologiques, c'est que notre civilisation est la 4e du cycle que je vous ai décrit précédemment. Oui, je sais, ça peut vexer notre orgueil, nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers. Vous comprenez alors que l'étude et la compréhension des quelques prototypes récupérés étaient la priorité absolue, afin d'assurer aux nazis la domination du ciel, alors que les Alliés misaient sur la maîtrise de l'atome et la fabrication des premières bombes nucléaires. Ces bases secrètes abritaient toutes des recherches supervisées par les nazis. Dans l'une de ces bases travaillait Victor Schauberger, le père des ovnis nazis. Schauberger dirigeait l'unité Vril chargée de la recherche sur l'antigravitation. Il est mort en 1958 au Texas, alors qu'il travaillait sous la protection des États-Unis à l'amélioration de ses propres soucoupes volantes devenues depuis américaines.
Vous allez vite comprendre que 70% des phénomènes aériens inexpliqués sont humains et n'ont rien d'extraterrestre. Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée et la technologie nazie pillée systématiquement par les Américains et les Russes, l'enjeu premier était de continuer, voire d'achever la recherche nazie dans le plus grand secret. Le projet Rainbow, connu surtout pour l'expérience de Philadelphie, en a été la preuve immédiate. Le scientifique von Neumann, qui collaborait avec Albert Einstein et Nikola Tesla pour le compte de la Navy, a réussi à téléporter par accident un bâtiment de guerre, l'USS Eldridge. Ces photos, fournies par Maurice K. Jessup avant sa mort suspecte, sont les rares témoignages de cette expérience unique en son genre. À la même période, les premiers essais de prototypes à technologie indo-aryenne ne passaient pas inaperçus. Les militaires devaient trouver une parade plus efficace que la mise au secret. C'est à peu près à la même période que Kenneth Arnold, pilote de l'US Air Force et agent de la CIA, lance la plus grande opération de manipulation sur l'existence des ovnis. Faire croire au peuple que cela n'existait pas n'était pas la bonne solution, n'était pas suffisant. Discréditer et effrayer la population par une désinformation systématique était beaucoup plus efficace. L'OVNI et le para-humain appartiennent désormais au cinéma, à la télévision et à la paranoïa collective, et non pas aux scientifiques, comme cela aurait dû être le cas. En mai 1947, les services secrets américains découvrent l'existence d'un ancien ovni terrestre craché sur les monts Altaï, à la frontière russo-mongole, récupéré secrètement par les Russes. À ce moment-là, la tension entre les deux blocs monte d'un sérieux cran. La découverte a été de taille, et pour ne pas perdre la face, le Pentagone allié à la CIA ont décidé de mentir et de monter un gros coup de bluff. Et font croire aux Russes et au monde entier qu'eux aussi ont récupéré un ovni à Roswell en juillet 1947. Bien entendu, il n'en était rien. Mais le coup de bluff avait réussi. En février 1949, juste après la fausse affaire de Roswell, un ovni est photographié et filmé en Antarctique. C'est la première photo de ce type d'objet en forme de cigare. D'autres apparitions vont alors se succéder par vagues cycliques. Au même moment, les programmes Apollo, sous la direction de Wernher von Braun, battaient leur plein. Et celui-ci n'accueillit pas favorablement les demandes d'expériences paranormales qui ont pourtant eu lieu pendant certaines missions Apollo. Ceci est la dernière expérience connue sur l'amplification psychique et télépathique ainsi que sur la détection de particules psytrons émises par le yogi vers la capsule Apollo. Mais ces tests ont tous été éclipsés par l'apparition systématique d'objets volants non identifiés autour des vols orbitaux et la découverte de traces de civilisation sur la Lune. La NASA a dû faire face à une avalanche de données et de preuves embarrassantes. La seule solution a été de tout mettre sous secret défense. En 1961, la directive JASON met en place un service spécial de retouche d'images. Le but est d'effacer toute trace de civilisation ou de ruine sur la Lune, concernant bien évidemment seulement les clichés à destination du grand public et de la presse. Voilà, au mois de juin 1965 est apparu ça sur un relevé satellite dans la zone des îles de la Déception, au sud de l'Argentine. Les Russes ont tenté de saborder l'opération de renflouage sans y parvenir, malgré la violence de l'affrontement. L'objet volant a finalement été ramené sur la base d'Edwards, en Californie. Et 10 ans plus tard, le premier drone antigravitationnel à propulsion magnéto-hydrodynamique, ou MHD, a fait son premier vol d'essai dans le désert environnant la base d'Edwards. Et pas mal de prototypes ont vu le jour.
Les Belges en ont eu un petit aperçu lors de la vague de soi-disant ovnis en 1989 et 1990. Le modèle incriminé était un Astra TR-3B ou un XR-7 de forme triangulaire et capable de voler silencieusement à plus de Mach 10. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre application concrète d'une de ces technologies, le bombardier B-2. Sa phase de développement a commencé en 1981. Le B-2 officiel, qui vola pour la première fois en 1989, va servir de couverture à un autre B-2 non conventionnel qui sera construit en parallèle. Ce modèle ultra secret utilise entre autres un système de création de plasma, exploitant l'écoulement de l'air ambiant comme générateur MHD. Ce système va provoquer une ionisation de l'air autour du B-2 qui supprime la résistance de l'air tout en assurant une furtivité totale à toute forme de radar. Ce bombardier nucléaire vole depuis 15 ans à plus de Mach 10, peut faire le tour de la Terre en quelques heures, ni vu ni connu. Évidemment, ces recherches militaires vont susciter pas mal de retombées commerciales. Ces 10 dernières années ont vu apparaître des dizaines d'armements non létals, comme les e-bombes ou bombes électromagnétiques, ainsi que des armes à micro-ondes et bien sûr les lasers de puissance. Le département de la défense américain, à travers la multinationale Raytheon, décide d'investir énormément d'argent dans un programme expérimental appelé le système HAARP, ou High Frequency Active Auroral Research Program. Et c'est tout un programme. Officiellement, la base en Alaska fait des recherches sur la ionosphère. En vérité, les possibilités réelles de l'installation sont énormes. Manipulation du climat, détection profonde de bases souterraines ou de gisements, destruction silencieuse et à distance de n'importe quel objet, et surtout manipulation du comportement humain. Bien, en 1996, un satellite russe découvre en Antarctique l'épave presque intacte d'un immense vaisseau spatial dévoilé par la fonte des glaciers. Les prélèvements de glace indiquaient une date de crash remontant à 24 000 ans. Au même moment, une éruption volcanique dans les îles de la Déception, les mêmes que précédemment, obligea les Russes à demander de l'aide aux États-Unis, vu l'urgence et l'importance de la situation. Pour la récupération du vaisseau, ils ont dû lâcher l'affaire et ont évacué la zone en catastrophe. L'engin a finalement été détruit par les Russes, très énervés par la situation qui ne tournait plus à leur avantage. Aucun pays n'a jamais retrouvé une occasion pareille. Et cette action stupide de mauvais perdant de la part des Russes n'a fait que conforter la position des Américains face aux extraterrestres. Si cet exposé vous a paru un peu long malgré mes efforts pour le simplifier, il était absolument nécessaire pour en arriver à la partie dont je vous ai parlé au début de mon exposé, c'est-à-dire la conspiration que nous appelons conspiration d'Orion. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits par les Américains ou les Russes seront utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre. Les médias se chargeant du reste, bien entendu. La raison ? Une fois la menace du terrorisme international dissipée, l'économie de guerre des grandes puissances, États-Unis en tête, aura besoin d'un nouvel ennemi pour prospérer. La guerre sur Terre sera remplacée par une guerre spatiale contre un ennemi venu de l'espace. Messieurs, je vous remercie. Un dossier complet vous sera fourni à la sortie. Quant à moi, je vous reverrai bientôt pour un second update sur un tout autre sujet. Messieurs.